On va attendre une petite minute que tout le monde revienne de pause pour passer à la présentation suivante. Donc, dans cette deuxième partie, on va voir les nouvelles technologies électroniques qui peuvent être intégrées à des dispositifs médicaux. Et on va commencer avec la présentation de Dominique Paré, qui est un expert assez reconnu dans le domaine de l'électronique en général, parce qu'il a fait tellement de choses qu'on ne peut pas non plus tout énumérer. Et je vais lui laisser la parole pour qu'il se présente et puis qu'il puisse vous parler des capteurs et des patchs dans le milieu médical. Excusez-moi, j'étouffe. Bon, bonjour à tous. C'est une présentation qui est un petit peu en dehors des dispositifs médicaux purs, parce qu'elle s'adresse volontairement au service de la santé, et tout le monde fait la confusion santé médicale, donc là c'est bien santé et non purement médical, d'accord. Je suis parti pour une demi-heure. Non, c'est pour ça. Oui, 20-25 minutes. Non, oui. C'est comment alors, cette présentation, donc, normalement, elle est prévue pour 3 personnes. Donc, moi, je m'appelle Dominique Paré. Je n'ai que 40 ans d'expérience chez NXP dans les semi-conducteurs et 15 ans de gestion d'une société d'experts purement techniques indépendants, avec Pierre Crégaud, qui est mon équivalent et qui lui venait de GST, le conducteur en direct. Et la Pauline, est en train de finir donc, ses études à l'école d'ingénieur de l'ESSI. Voilà les 3 personnes. Il y a une finalité, je passe parce que c'est plus rapide. Voilà ce qu'on a voulu faire à l'époque. C'était dans le cadre de l'utilisation d'un vêtement normal, c'est-à-dire un vêtement souple, léger, et non pas un vêtement peut-être que ça existe déjà dans les hôpitaux, style, par exemple, biocérilitique, etc. Ça, c'était vraiment un usage comme ça. D'avoir donc lavable, bien sûr, non, c'est pas rigolo. Donc, la contrainte, c'est entre 30 et 53 cycle habituel, cycle domestique. Hein. Ensuite de ça, de créer des patchs. Donc, des patchs. Alors, le patch est soit collable à la peau, soit directement intégré dans le vêtement. D'accord. C'est une grosse différence entre les deux. Que le patch ne soit pas monocapteur, mais multicapteur, ce qui n'est pas simple non plus. Ensuite de ça, donc, et aussi par le marché, c'est qu'il est possible qu'il y ait plusieurs patchs dans un vêtement, notamment près du cœur si on veut, puis pour la sueur ailleurs, et en même temps que ces patchs soient téléalimentés, donc qu'ils soient derrière vesting, qu'il n'y ait pas de pile, parce qu'on veut pour voulait qu'ils soient lavables, bien sûr, et en même temps qu'ils communiquent entre eux. Donc, je ne vous dis pas quand même la galère qu'il puisse y avoir, d'accord. Alors, évidemment, qu'il n'y ait pas de fil entre les capteurs, sinon c'est pas rigolo. Mais il ne faut pas que ce soit un chef pour avoir les antennes de tous les côtés. Donc, c'est pour ça qu'on va s'intéresser tôt ou tard de l'IBC, de Intra-Body Communication, c'est-à-dire la communication uniquement à travers la peau. Okay. Donc, on cherche à faire un mini-réseau de capteurs sur le corps, discutant entre eux de la communication sur la peau et donc de discutant avec l'extérieur. Excusez-moi, j'ai des difficultés un petit peu à parler et un physique un peu différent parce que ce sont des séquelles d'un AVC il y a 11 ans, d'accord? Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Là-dedans,
on a conclu, en partant de 3-4 ans, on a conclu que vraiment le support multicapteur possible, le seul le vrai qui est en fin pas de développement, mais d'arriver très concrètement, parce que tout le monde travaille dessus, c'est le graphène. Le graphène est un matériau qui est quand même une qualité, qui a beaucoup de qualité, et donc il permet d'espérer réaliser sur une monocouche de graphène, avec différents constituants dessus, d'avoir des multicapteurs pouvant être gérés indépendamment. Donc c'est ça le but de l'histoire. Donc voilà un petit peu l'arborescence de ce qui évolue. C'est en partant du matériau graphène, on va soit vers des capteurs bêtes et méchants, soit vers des biocapteurs. Il faut mettre ce qu'on appelle un analyte sur le graphène pour former des biocapteurs. Et ensuite de ça, de faire des patchs qui sont ou directement sur la peau ou intégrés dans du tissu. Pourquoi du tissu? Parce que j'ai bossé pendant au moins 3 ans avec tous les gens du textile et on savait à peu près où on allait pour comment faire pour intégrer ça dans du textile et ce qui pouvait être fait. Alors voilà la structure du patch en lui-même. Il y a tout un multi-biocapteur. Il y a après un gros circuit intégré qui fait papa-maman, qui fait donc le côté analogique pour l'amplification, le traitement du signal analogique, puis la gestion des données. Et puis il y a surtout à la fin, il y a une partie de communication externe entre les capteurs et le monde extérieur. Alors il y a d'une part le monde intérieur, c'est le intra-body qui va arriver, mais aussi la gestion externe vers hors du corps, out of the body. Il faut que quelqu'un puisse venir interroger les capteurs ou que les capteurs puissent. Voilà la bête. Alors la bête schématique est là-dessus. Vous avez là une partie purement biocapteur. Donc il y a le graphène qui sert de support global. Il y a le type de capteur physique pour la température, ou comme ça, si on veut. Et il y a le côté analyte qui est censé faire le ventre, le corps étranger et ce qu'on veut dire là-dessus. Ça, c'est déjà une entité en soi-même, hein, d'accord? Techniquement, c'est pas ça. Ensuite de ça, il y a le biocontrôleur. Alors, le contrôleur, il est constitué d'un bioprocesseur, c'est la partie purement analogique et traitement des data pour traiter tout le traitement des data. Et après, il y a le côté gestion des communications sur le corps et hors du corps. Et évidemment, la partie gestion des alimentations. Et qu'on a dit qu'on ne voulait pas de pile. Il fallait s'arranger pour ne pas avoir de pile. Revoilà la bête là. Maintenant, avec quoi ça c'est pareil. Alors, à l'extérieur, la communication externe se fait via un smartphone, parce que c'est malheureusement, c'est la bête la plus connue que les gens ont sous la main. Attendez, on est bien d'accord, on ne parle pas de medical device, hein, on parle de santé, hein, d'accord, hein. Donc, c'est pour que les gens puissent s'en servir et puissent communiquer avec leur médecin ou n'importe quoi, d'accord, hein. Donc là-dessus, le téléphone ordinaire parle en NFC, il parle en Bluetooth et il parle en Wi-Fi un peu de côté. Et là, on a conservé le côté NFC pour la liaison avec les capteurs. La raison est simple, c'est que dans la structure du protocole NFC, on montre que le téléphone parlant NFC délivre de l'énergie et donc on peut la récupérer pour l'alimentation. Par contre, vide un gag, c'est que là on peut participer à faire l'énergie, l'apport d'énergie par NFC, ce qui est marqué là-haut, mais évidemment, il est possible aussi que la personne gigotant un petit peu, ces mouvements permettent aussi d'avoir un complément d'énergie, ou un support d'énergie complémentaire permettant ça. Autrement dit, s'il n'y a pas de support d'énergie à cause des mouvements par du piezo, mettons, le système peut marcher pendant 3 jours en faisant des mesures toutes les 5 minutes. Ça peut se faire. Mais si on veut un truc plus long, là, il faut un rapport d'énergie. Donc voilà, et puis le support IBC capacitif par rapport à la liaison entre capteurs.
Bien sûr, le fin du vin, c'est pas d'avoir des tricotés de circuits intégrés, c'est d'avoir à la fin un seul biocontrôleur qui englobe toute la partie bleue. Et donc là-dedans, ben, c'est que comment trouver le circuit intégré qui fiche papa-maman. Parce que, évidemment, si on veut un truc sur soi, c'est qu'il est petit, il est souple, on peut le plier. Il y a des tas d'efforts mécaniques qui sont liés aux vêtements et qui font que le système doit être petit et souple. Voilà maintenant la partie intra-body. Alors, l'intra-body, comment ça marche? Il y a 15 manières de faire des communications dans le corps. Celle qui a été retenue la plus fréquemment, et c'est celle qui avait été montrée par Elisabeth, qui a été développée un petit peu ici aussi il y a quelques années, parce que l'intra-body n'est pas nouveau, c'est pas un scoop, hein, c'est pas nouveau. Hein. L'intra-body donc, marche foncièrement par couplage capacitif entre un émetteur. Il y a, à la fin, il y a une plaque émissive. Le corps fait l'autre plaque d'émissive et ça marche par effet capacitif. Et ensuite de ça, il y a un récepteur aussi capacitif et le courant des nanoampères circule dans le corps. Évidemment, je ne vous dis pas le côté mathématique pour le modèle électrique du corps, quelque chose de mathématique, d'accord, hein, ça, c'est la présence fine. Bon, donc là-dessus, vous avez un petit peu comment ça se passe. Vous voyez que près du corps, il y a un côté émetteur qui est le côté droit sur la diapo. Vous avez deux plaques, une qui est dire envoyée au corps, l'autre plaque fait prendre tout l'environnement, c'est-à-dire y compris le sol, ça remonte au côté récepteur, et les deux plaques de récepteur sont là. Donc c'est très bête, c'est très simple, le yaka, sauf que le yaka, il n'est pas du tout évident. D'accord? Donc là-dessus, on peut en mettre autant qu'on veut, c'est comme ça que ça se fait. Alors, voilà la chose. Là, vous voyez qu'il y a différents capteurs un peu partout. Les flèches sont purement informelles. Simplement que, oui, il y a d'une part le corps, les couplages capacitifs, la communication qu'il y a là-dessus. Et puis il y a donc là-haut, il est marqué, je vais dessiner, une épaulette, juste pour dire au vent, attention, c'est dans un tissu, le patient n'est pas collé, c'est dans le tissu et dans l'épaulette. Alors, ça veut dire qu'il y a d'abord un couple capacitif entre le corps et le tissu et le taille, et puis on continue. Hein, d'accord, donc c'est ça la génétique. Là-dessus, ça vous donne un petit peu ce qui est visé dans l'application. Alors, vous avez tout à fait la colonne de deux là-bas. C'est les systèmes qui sont avec monocapteur ou multicapteur et monté en réseau. Ensuite de ça, vous avez les sites d'application. Alors, vous voyez bien maintenant qu'on n'est pas vraiment dans le domaine, on est plus dans le domaine bien-être, santé, que le côté purement médical. Et d'accord, parce que d'abord, comme vous l'avez dit d'ailleurs, mes collègues, ça prend un temps fou de faire homologuer quelque chose dans le domaine médical. Et c'est très très long et c'est très délicat. Donc là, on a dit, commençons d'abord par ça et on verra après. Ensuite de ça, les capteurs sont une couche de graphène et des analytes particuliers. Alors, j'avais une autre présentation parce qu'il y avait mes petits camarades où on essaie d'ouvrir la liste des capteurs de ce que l'on demande. Et puis, il y a 3 slides que ça. Et puis après, la liste des analytes qui vont mettre par rapport à ce qu'on cherche comme corps que l'on veut analyser. Ensuite de ça, il y a le côté, évidemment, ah oui, j'ai oublié, dans le cœur du biocontrôleur, évidemment, il faut que ce soit sécurisé. Parce que depuis un moment, tout le monde vient énormément ces data, là, depuis le GRPD, le GDPR et ses confrères avant, tout le monde dit data personnelle,
Donc, il faut nécessairement un microcontrôleur sécurisé, mais un vrai, avec un secure element, pas un truc de gamin fait avec du soft en boucle et bravo. Non. Ensuite de ça, il y a le côté area vesting. Alors là c'est un choix. C'est un choix qui a été fait parce qu'il y avait X solutions, enfin, pas X, il y avait des solutions. On a choisi l'NFC parce que quand les gens viennent lire, quand vous voulez lire, la recharge se fait très rapidement via du NFC par rapport à ça, ou bien le mouvement que vous faites. Et puis, donc là, ce qu'on appelle out of the body, c'est la communication pour parler à téléphone. Et puis, donc, alors, ensuite de ça, ben, c'est vrai qu'on a choisi de réussir à faire une solution qui soit là-dessus. Et on est quand même là. Hein. Bon, donc, vous voyez que là-dessus, le support, donc, il y a le support et du graphène mis sur un film donc, en polyester. On a des capacités, on a des chacun intégrés qui ont le microcontrôleur et la partie analogique, et notamment la capacité d'accord qui sert au NFC qui est dessus. Il y a évidemment, pour faire l'area vesting, on a repris du graphène pour nous en servir de capacité pour faire une super capacité. Évidemment, il y a des écrans parce qu'on a envie que quand ça parle de NFC, ça ne regarde pas qu'on a copié par rapport à ça, c'est la moindre des choses. Ensuite de ça, le côté analyte est posé sur le graphène, sur le côté en dessous. Et donc, c'est la partie métallique qui entoure cette partie-là, ce dépôt métallique, sert de plaque pour assurer la hydrocapacité. Voilà. Je vais vous dire un petit peu quand même ce qui a été fait. Vous voyez que l'épaisseur du tout fait en gros 500 microns. Donc, c'est encore tout à fait raisonnable par rapport aux pliures et quand on passe des tissus que l'on met dans la machine à laver. Et là-dessus, comme ça, c'est juste pour vous dire une bêtise, ayant travaillé que 40 ans chez NXP, j'ai encore des copains chez NXP, et donc on s'est fortement inspiré, on est fortement parti d'une puce conventionnelle de circuit pour les cartes à puce, sans contact. Il y a déjà toutes les CPU, toutes les parties sécurisées, tout le côté NFC, toutes les parties analogiques. Donc, il nous manque juste de rajouter le traitement du protocole IPC. Et il manquait de rajouter le piézométre externe, bien sûr, mais de rajouter tous les types de têtes, tous les analogues front-end de gestion dédiés multi-biocapteurs par multi-biocapteurs, d'accord. Mais en fait, c'est un truc qui existe déjà pratiquement sur le catalogue. Il y a la partie jaune qui est à rajouter, mais ce n'est pas un scoop. Mais le scoop maintenant, c'est de dire quelles sont les sociétés qui sont intéressées par ça. Parce que maintenant, alors donc c'est vrai que si vous allez voir sur le site notamment de l'NXP ou d'autres sites, tout le monde fait des grands séminaires par rapport au healthcare. Donc tout le monde va là-dedans, c'est pas pourquoi, hein, c'est un miracle. Et donc tout le monde est en train de prendre des choses comme ça pour les adapter et pour les mettre au bout du jour. Voilà. Ça vous donne un petit peu la finalité histoire. Alors là-dessus, ben, il y a quand même des gens qui ont bossé. Hein. Aujourd'hui, donc, c'est la diapo n'est pas à jour. Donc là-dessus, c'est vrai qu'il y a une société qui s'appelle Graphil, qui est à Grenoble. Malheureusement, elle n'est pas dans le coin ici. Et qui a demandé à une société qui s'appelle Linxen. Alors, vous connaissez pas Linxen, bien sûr. C'est la plus grosse société qui fait une carte à puce. Vous avez une vignette qui est en or, là. Hein. Linxen fait pratiquement ça pour tout le monde entier. Donc, pour faire l'antenne de ça, bah, on est allé voir Linxen. Pour le côté graphile, lui, il sait faire créer du graphène. Donc, parce que c'est du graphène, attention, hein, c'est pas des nanotubes, hein, c'est un plan, hein, c'est un tout petit
nanotubes. Donc, il sait faire ça. Et puis après, bon, on a bricolé autour. Puis on a fait comme ça, dès le départ, un petit batch. Okay, vous voyez, l'épaisseur, c'est un film de soupe. Donc, c'est pas compliqué. Donc, voilà, c'était pour vous dire ça. Et ça nous a occupé quand même un certain moment. Hein. Voilà maintenant donc, la même slide que du début. Sauf que le premier point, c'est donc grand public, c'est pas du domaine purement médical. Le fait d'avoir fait des biocapteurs de toute race et tout support au graphène, le fait d'avoir fait d'avoir l'option, parce que ce n'est pas nécessité non plus, hein, d'avoir l'option d'avoir des multiplicateurs discutant entre eux en réseau, c'était d'où NFC et USC. Et puis pour le côté pile, c'était le côté d'aller un peu plus loin avec des pièces d'ordonnance. Bon, c'était juste pour présenter ça rapidement. Comme le temps est court, et ben donc, ne vous inquiétez pas, je me suis pris par la main et puis avec mes camarades avec moi, et on en a fait un bouquin, 350 pages, que pour dire tout ça. Donc, si vous voulez du détail, ce sera en vente à partir d'octobre-novembre en anglais et en français. OK? Donc, dedans, il y a tout le détail, tout. Et évidemment, Elisabeth, de vous l'enclos pour 25 minutes. Oui, merci Dominique. C'est vrai que c'était assez court pour présenter un sujet aussi vaste. Alors, si, j'avais normalement une slide. Voilà, merci d'une part. Il y avait une slide et aux questions. Mais moi, j'en avais préparé 2 questions qui tombent systématiquement. Avant la question. Vas-y, du coup. Donc, c'était quels sont les risques sanitaires? Parce que ça, à chaque fois, d'ailleurs, les graphènes, c'est le risque sanitaire. Alors, ce ne sont pas des nanotubes, ils ne sont pas dans un masque que vous respirez. Hein. Donc, le problème sanitaire est très, 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 très léger et très simple. Alors, avant de commencer un projet, on commence par ça. On s'enseigne d'abord, sinon c'est très tard. Bon. Et puis sinon, sinon, mes meilleurs copains, c'est mes copains de l'ANSES, de l'Agence nationale sanitaire, depuis longtemps. Parce que si on ne commence pas avec eux, on ne sait pas où on va. Donc, ça, ce problème-là a été réglé, non pas dès le départ, mais même maintenant, parce qu'on a blindé tous les côtés. Hein, d'accord? Bon, c'était ça c'est le côté sanitaire pur. Et il y a aussi le côté sanitaire pour l'IVC, pour les courants qui circulent dans la peau, même type de punition. Et puis, il y avait encore le problème aussi. Ok, c'était les questions ces questions-là, vous me les évacuez, je les vois. Bon, du coup, est-ce que quelqu'un a d'autres questions dans l'Assemblée par rapport à ce qui a été présenté? Excusez-moi. Pas de souci. Je crois qu'il y avait une question en ligne. Pardon. Bonjour. Du coup, je voulais savoir qu'est-ce que vous mesurez comme caractéristique température, rythme cardiaque, respiratoire. Enfin, quel est l'objectif en fait? Là-dedans, le côté biocapteur, c'était surtout le pH. La transpiration, enfin, tous les éléments classiques, conventionnels, purement médicaux. Donc, tout à l'heure, c'est vrai que vous avez peut-être vu, il y avait une différence entre capteur et biocapteur. Alors, pour moi, les capteurs, c'est les capteurs bêtement physiques, c'est température, et le côté bio, c'était pH, SO2, etc. Toute l'armée classique qu'on déroule là-dessus. Question en ligne aussi. Une question qui va beaucoup vous plaire, parce que ça concerne le graphène. Ah. Une personne à qui vous appelle Dominique, j'imagine que vous la connaissez, Pierre Crégo. Et il voulait savoir, selon lui, le graphène ne sera pas industrialisable avant 2030. Il voulait savoir si c'était quelque chose. Bon, alors, c'est Pierre Crégo qui est là-dessus. Oui, normalement, il connaît la réponse. Bon, alors, donc c'est vrai que ces temps-ci, un des problèmes principaux du graphène, c'est qu'il y a différentes manières industrielles pour l'obtenir.
c'est de ça, il y a différents types de graphène et différentes qualités de graphène. Et ces temps-ci, c'est un peu la phrase en pogne, parce que tout le monde parle de graphène, 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 alors que normalement, il faut dire celui-là, de tel type, ta. Et c'est vrai, d'un seul coup, dans le monde entier, on dit, on coche les cases et il y en a beaucoup moins qui ressortent du lot. Et c'est vrai que là-dessus, évidemment, ceux qui ressortent du lot sont assez chers aujourd'hui. Alors, manque de chance, là, la quantité est petite, donc ça fait très bien. C'est vrai que la manière d'avoir un graphène de bonne qualité souhaitée, pas dire bonne qualité, de qualité souhaitée, etc., c'est dans un arrivé, c'est dans 2 ans, 3 ans. Hein, il faut rêver. C'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a trop de blabla autour du graphène qui noient le poisson. Hein, donc, ça, je vous ai présenté ça comme étant une chose qui est faisable et qu'on a fait, qui montre vers quoi on va, parce que ça fait 3 ans que j'ai bossé dans les tissus textiles et les vêtements communicants. Après, j'ai basculé vers ce côté-là, pêche. Donc, c'est vrai que tout ça est en train de construire. Et c'est vrai que les grands demandeurs, les grands faiseurs, j'ai un truc vidéo, mettons pour l'éducation de sportifs, parce que là, on s'est là-dessus, il faut tomber sur des Decathlon. C'est le mystère. Donc, eux se disent, je suis intéressé, ça c'est fait, pas de problème. Mais qu'ils disent maintenant, pourquoi et comment ils vont le faire, il faut déjà les travailler encore un moment. Merci beaucoup, Dominique, pour ton intervention. Je vais laisser la parole à Bertrand Bouteau pour Mystique, qui va présenter. Je vais mettre dans le champ pour ceux qui sont à distance, parce qu'ils n'entendent pas rien pour tout. Donc Bertrand va nous présenter un projet collaboratif de la région Centre-Val de Loire qui concerne des dispositifs médicaux implantables. Donc, je te laisse la parole, Bertrand. Normalement, on va essayer de faire tenir 20 minutes en 15 minutes. En magique. Bonjour à tous et merci de rester encore un peu actifs avant l'avant-dernière session. Donc Bertrand Bouteau, je suis fondateur d'une start-up qui s'appelle Mystique, qui a été fondée il y a 5 ans pour des composants implantables, donc je reviendrai un petit peu plus tard après. Et suite aussi à une pige de un peu plus de 10 ans dans les dispositifs implantables. Vous m'entendez ? Les dispositifs implantables de classe 3, type stimulateur cardiaque ou défibrillateur implantable. Donc aujourd'hui, on va plonger un peu dans cette industrie de technologie pour les dispositifs implantables de classe 3 qui sont un peu spécifiques. Alors, le projet Tech2M, du coup, c'est l'acronyme Tech2M symbolise uniquement le fait qu'on s'est réunis en un consortium d'industriels et de centres de compétences pour justement donc, mettre à disposition des clients des dispositifs médicaux implantables, donc des fabricants de dispositifs, des technologies, donc on est des fabricants de composants, pour mettre en point des technologies qui vont leur permettre d'améliorer leurs dispositifs. Tech2M, ça veut dire technologie, tout pour AIM, les Active Implantable Medical Devices. Bien sûr, donc on est soutenu et financé, d'une part labellisé par S22, et ensuite donc financé à travers un PSPC Région Centre-Val de Loire, grâce à la région et à BD. Alors le consortium, rapidement, c'est donc une société que les régionaux connaissent souvent, donc Vermont pour les transducteurs acoustiques,
Le GREMI, qui est une centrale, enfin une université et un laboratoire CNRS pour des technologies notamment de gravure plasma, donc des technologies de salle blanche. Ça viendra un tout petit peu après. Mystic, donc la start-up que je représente, et le Crésit, qui nous accompagne dans toute la partie modélisation et dimensionnement électronique, prototypage, caractérisation, etc. On va rentrer dans le cœur du sujet. Il faut pointer la flèche. Donc, l'objectif de ce consortium, c'est justement donc, de se concentrer sur certaines briques technologiques qui sont clés pour le marché des dispositifs médicaux implantables actifs. Alors, notamment, la première qui est une chaîne de transmission d'énergie. Donc, en fait, encore aujourd'hui, mais de moins en moins, les dispositifs médicaux sont alimentés par une pile. Il y a vraiment une pile primaire à l'intérieur du dispositif. Et de plus en plus, le marché bascule sur des technologies de télétransmission d'énergie. Alors, en standard, aujourd'hui, sur le marché, tout ce qui est télétransmission d'énergie, c'est plutôt par des voies électromagnétiques. Mais avec la société Vermont, on a identifié des opportunités et de la valeur ajoutée à le réaliser à travers une technologie acoustique, et notamment, donc, non seulement d'un point de vue performance, mais aussi pour des raisons de manufacturabilité et de synergie entre leur savoir-faire à Vermont et le savoir-faire qu'on a à côté de Mystic. La deuxième brique, c'est la partie télécommunication, puisque donc, pareillement, donc, tout ce marché a basculé. Il y a 15 ans en arrière, les dispositifs médicaux implantables ne télécommuniquaient pas. Et aujourd'hui, si vous mettez sur le marché un dispositif implantable actif qui ne télécommunique pas, vous êtes considéré comme faisant partie de la préhistoire technologique. Alors, la grosse différenciation qu'on essaie d'apporter, c'est qu'en général, c'est donc le hardware associé à ça, donc la partie notamment antenne, se fait à travers des technologies conventionnelles. C'est un bed fil ou c'est de la mécanique conventionnelle qui est apporté, intégré sur le dispositif lui-même, donc qui fait que c'est des technologies de fabrication, de conception, etc., qui sont assez manuelles, qui sont coûteuses et qui sont, on va dire, assez limitées si on veut miniaturiser plus loin ce genre de fonctionnalité. Donc nous, avec notre technologie, donc Mystic, je fais une petite parenthèse, donc Mystic, nous, on transfère toutes les technologies silicium sur du titane. C'est-à-dire que le silicium, vous connaissez le monde des MEMS, peut-être, les microsystèmes, donc tout ce qui fait les capteurs, donc les technologies silicium pour faire des capteurs de pression, des gyromètres, donc pas simplement des pulses microélectroniques, mais vraiment des fonctions électromécaniques. Donc on fait la même chose, des fonctionnalités électromécaniques, mais la rupture, c'est de changer complètement le substrat de base et de passer du silicium au titane. Alors, je vais bientôt fermer la parenthèse. Pourquoi le titane? Parce qu'en fait, tous les dispositifs médicaux implantables actifs aujourd'hui, si je caricature un petit peu, c'est de l'électronique, et celle-là, on ne peut pas la remplacer par du titane. Hein. L'électronique, c'est électronique avec semi-conducteur, etc. C'est de l'énergétique, et autour de ça, on a une coque en titane. Et cette coque en titane, c'est une simple boîte, ce que j'appelle une boîte à sardines. C'est une coque passive mécanique qui n'a aucune fonctionnalité autre que de rendre tout ça biocompatible, étanche, etc., etc. Donc, notre vision, à travers cette première brique et celle qui suit avec l'électrode de détection d'électrocardiogramme, c'est d'apporter des fonctionnalisations en surface. Donc, dans la coque en titane, on va venir apporter des puces en titane qui seront électromécaniques, donc il y aura des fonctionnalités un peu mécaniques, un peu électriques, notamment d'antennes surfaciques et d'électrodes de détection d'électrocardiogramme, que le fabricant va pouvoir intégrer dans sa coque en titane. Et tout ce qui sera un petit peu, on va dire, 3D, rapporté difficilement à l'intérieur et à l'extérieur de son dispositif, il va pouvoir rapporter tout ça en surface de son dispositif à travers le titane lui-même qui va souder laser sur sa coque. Il ne verra plus rien. C'est très manufacturable. Et d'un point de vue coût, c'est ce qui permet d'aller sur des grands marchés du futur, l'Asie, etc. Donc voilà, donc ça c'est ce qu'on fait l'intégralité du consortium. Je détaillerai un petit peu le rôle de chacun a posteriori. Je n'ai pas trop parlé du Crésit, mais ça va venir.
Et le but, donc, c'est justement d'être capable de proposer des technologies à ces acteurs. Donc, nous, on se place en B2B, donc on n'est pas le dispositif final, mais on propose des solutions technologiques clés en main pour réaliser ces fonctionnalités. Bon, le contexte et les enjeux des dispositifs médicaux implantables, c'est un petit peu ce qui vous a été présenté précédemment sur les dispositifs médicaux dans leur ensemble, c'est-à-dire que ça reste très pérenne, une croissance qui est structurelle, vieillissement de la population, accroissement des pathologies, etc., etc. Et on voit surtout des tendances, en tout cas si maintenant je focalise un petit peu plus sur ce marché, on voit des tendances qu'on appelle des méga-tendances, notamment dans tout ce qui est la gestion de l'énergie. Pourquoi? Parce qu'on veut des dispositifs qui sont toujours plus petits, avec toujours plus d'intelligence, et pourtant qui consomment toujours aussi peu. Quand je dis peu, c'est pour vous donner quelques ordres de grandeur. Le dispositif, dans son ensemble, il va consommer quelques microampères. Et quand l'ingénieur va plancher sur les fonctionnalités électroniques de chacun des systèmes, il va se battre avec les dizaines de nanoampères. Ça vous fixe un petit peu les données. Et malgré ça, ben on rajoute toujours des fonctionnalités, des capteurs en plus, de la télécommunication, pour ceux qui baignent un petit peu dans la télécommunication, ça pompe des milliampères plutôt. Hein. Donc, il y a toute une stratégie sur essayer d'aider le fabricant de dispositifs implantables à pouvoir apporter de l'énergie à ses composants, à son intelligence, et donc à la délocaliser à l'extérieur. Donc la télécommunication, on en a parlé, aujourd'hui c'est incontournable. Dire, si vous voulez faire un dispositif implantable qui n'a plus de télécommunication, vous êtes hors course. Tous les médecins, les hôpitaux, etc. pratiquent le suivi à distance. Et puis donc, bon, c'est assez logique, mais il y a une tendance vraiment lourde. On le voit à travers certains exemples un peu symboliques, une miniaturisation accrue. L'exemple symbolique ici, c'est un stimulateur cardiaque traditionnel, qui est pourtant encore assez petit. Ça se met en sous-clavière ici, avec des sondes qui vont dans le cœur. Les sondes, c'est ces bouts de plastique là, ces spaghettis qui vont dans le cœur. Ben, tout ça maintenant, c'est remplacé par une simple capsule qui va directement dans le cœur. Donc, il n'y a plus de sonde, il n'y a plus de dispositif ici, on vous implante ça directement à l'intérieur de votre ventricule. Et c'est vrai pour tous les dispositifs. Pour les implants cochléaires, il y a une partie extérieure, maintenant on veut tout rapatrier à l'intérieur. Le rétinien, il commence tout juste à peine à voir, donc il faut mettre des millions d'électrodes au lieu des premiers pixels qui commencent à voir le jour, etc. Bon, ça c'est assez évident, donc je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Donc très forte croissance, quelques chiffres clés. Ce qui est intéressant, c'est le chiffre des fabricants finaux. Et là, nous, où on se positionne, et où tous les fabricants industriels de technologie en France, en Europe ou quoi que ce soit, il ne faut pas oublier la couche en dessous, qui est très intéressante. Moins de pression réglementaire, on a parlé tout à l'heure du MDR, etc. Alors, ça n'empêche pas qu'il y a quand même des choses, un système qualité à déployer, etc. Mais on va dire qu'il y a moins de galères réglementaires, cliniques, etc. à gérer quand on est juste dans la couche du dessous. Et donc, on s'adresse à ce marché des fabricants de dispositifs médicaux. Vous voyez qu'en fait, les dispositifs médicaux implantables actifs, il y en a de plus en plus. Historiquement, on traitait surtout le cœur. Le siècle dernier, c'était essentiellement stimulateur cardiaque, implant cochléaire. Maintenant, en fait, on fait joujou avec tous les organes du corps. On va traiter l'incontinence, on va traiter la douleur du dos, on va traiter l'obésité, on va traiter Parkinson, on va traiter tous les organes, on va pouvoir les neurostimuler ou les stimuler d'une façon ou d'une autre. Et donc, on est amené à faire des gens avec de plus en plus d'implants qui éventuellement même pourront interagir entre eux. Ce n'est pas de la science-fiction, ça existe déjà. Gros support sur ce projet, ce consortium. Donc, on a un support national. Il a été déjà rappelé précédemment. Donc, à l'échelle nationale, on a la DGE. Et puis, globalement, on est reconnu par le ministère Santé et Industrie pour l'enjeu technologique dans la santé. Centre Val-de-Loire, bon, je ne vais pas non plus répéter ce qui s'est dit précédemment, mais il y a une ouverture forte vers les technologies de la santé. Donc, on est notamment aussi bien appuyé par le pôle SDE2 qui est activement impliqué dans le projet Tech2M.
et qui est ici, donc du coup, et dans lequel on se retrouve à travers la DAS 4 qui a été présentée précédemment. Alors là, c'était un petit peu de détail, mais je vous poserai des questions peut-être après si vous voulez rentrer dedans. Grosso modo, ce que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est qu'en gros, donc on va passer de technologies volumiques à des technologies surfaciques. Donc, la première, c'est tout ce qui est transfert d'énergie, donc ultrasonore. En gros, on va mettre Vermont, la société Vermont, va mettre un transducteur piézoélectrique sur nos puces en titane. Le fabricant de dispositifs implantables, il aura sa puce, son résonateur acoustique, et il aura son énergie qui viendra de manière purement surfacique. Le reste aussi, donc, alors là, je vais juste étayer un petit peu. C'est très exemplaire de le type de collaboration qu'on peut mener. Nous, Mystique, à la base, même si on a quand même une bonne compréhension de la partie RF qu'on cherche à fabriquer et à commercialiser, on n'est pas des designers RF, on n'a pas d'expertise en simulation, on n'a absolument aucun moyen de caractérisation, etc. Et c'est là où le Crésit, on a un partenariat qui est royal. Donc, nous, on fait la partie technologique très, très approfondie, puisque donc, on va faire des antennes à l'intérieur même du titane. Donc, on arrive à graver du titane à certains endroits, à rajouter des matériaux à d'autres endroits pour réaliser une antenne surfacique biocompatible. Parce que vous allez me dire, ça existe déjà dans les PCB, des téléphones portables, etc. En technologie biocompatible directement exposée au sang, c'est infaisable. Nous, on le fait à travers des technologies, encore une fois, type semi-conducteur, mais sur du titane et des matériaux qui sont rajoutés. Pour terminer sur la partie collaboration, on avait besoin d'un partenaire qui nous aide pour dire, nous, on sait faire ce genre d'architecture de structure, est-ce que ça a un sens d'un point de vue RF? Et donc là, on a une interaction extrêmement poussée entre le Crésit qui, d'un côté, regarde nos structures physiques et qui, lui, va, de son côté, les dessiner. Donc, nous, on a des moyens technologiques, on a une boîte à outils, et le Crésit, avec son intelligence, lui, va architecturer l'antenne et notre technologie pour, derrière, réussir à faire aboutir ce composant de type antenne RF surfacique biocompatible. La même chose pour le reste, pour les électrodes électrocardiogrammes, donc je passe un peu plus vite. Et tout ça, donc le but, c'est que ce soit concret. On ne vise pas à faire des publications scientifiques, etc. On est des industriels. Donc on fait tout ça dans un environnement industriel, donc avec Société Vermont et Mystique. On est dans un environnement de type ISO 13485. Et puis on est déjà en communication avec des clients qui sont intéressés par ces briques technologiques. Alors, le plus dur dans cette industrie, j'en suis loin, c'est fini. Alors, de toute façon, c'est presque fini. Le plus dur dans cette industrie, c'est des technologies de rupture, c'est de convaincre des clients. Donc, en fait, qui sont assez conservateurs. Donc, pareil avec le Crésit, on a mis en place, et avec Vermont et Mystique, on a mis en place une plateforme de démonstration qui est ce qu'on appelle un ILR, donc un Implantable Loop Recorder, c'est-à-dire un détecteur d'électrocardiogramme implanté. Ça ressemble à une petite capsule, c'est implanté en sous-clavière, et en fait, on fait toutes les fonctionnalités attendues de ce capteur, donc la détection, la transmission d'énergie, la télécommunication, et donc le Crésit nous assure l'architecture électronique de tout ça. On est basé en Centre-Val de Loire et aussi à Paris. Donc Mystique, nous, on a une ligne pilote en région Île-de-France. Mais globalement, on est aussi basé à Orléans avec des partenariats forts avec tous ces partenaires. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup. Pour l'instant, on n'a pas de questions sur le chat, mais si jamais vous avez des questions. On va pouvoir passer à la présentation suivante. Merci beaucoup pour ce témoignage. Et puis, du coup, on va passer à la dernière présentation d'aujourd'hui avec Frédéric Bruffer et M. Delas qui vont nous présenter un projet là encore plus
côté santé que vraiment dispositifs médicaux, mais où on peut montrer aussi l'intérêt de l'électronique et des objets connectés dans la vie de tous les jours pour certains patients. Je te laisse la parole. Merci Elisabeth. Bonjour à tous. Alors, je suis Frédéric Brulefer, je travaille à Orléans-Val-de-Loire Technopole, donc, qui est un petit peu le microprocesseur de l'innovation au sein de ce labo et qui accompagne des entreprises, des startups dans l'innovation. Et j'accompagne plus personnellement une filière qui s'appelle le Lorias et qui travaille sur des systèmes d'aide à la décision qui partent du capteur jusqu'à l'interface homme-machine en utilisant les réseaux de communication adaptés à des cellules de crise, à des cellules d'engagement de personnes sur le terrain. Et dans ce cadre-là, on travaille beaucoup avec les forces spéciales de GIGN. Enfin, vous voyez le genre de personnes et d'institutions. À titre personnel, j'ai rejoint un projet, c'est vraiment à titre personnel, mais qui faisait un peu écho à ce que je fais ici au labo, dans l'accompagnement d'entreprises et dans la réconciliation de technologies avec des sujets nouveaux. Et j'ai été embarqué dans un projet, moi et mon épouse, dans un projet qui est porté par Guillaume Delas, qui est à mes côtés. Il en parlera beaucoup mieux que moi, donc je lui céderai la parole tout à l'heure. Mais l'idée, c'est de pouvoir apporter de la technologie, principalement des technologies de l'IoT, au service donc d'un lieu qu'on appelle une maison intergénérationnelle, qui est un lieu tiers, un lieu nouveau, on entend beaucoup parler maintenant, qui commence à se développer et dont l'objet est de redonner un peu de dignité à des personnes qui sont souvent dans des systèmes ou de maisons de retraite ou d'EHPAD, où l'individu devient, enfin, il est difficile pour l'individu de pouvoir vivre correctement et de se faire entendre en tant qu'individu. Dans ce projet, on est en train de le monter et il est porté par Guillaume Delas. Alors Guillaume, qui est derrière moi et qui prendra la parole tout de suite, est cadre infirmier, il est aujourd'hui directeur d'EHPAD. Il participe au comité départemental en soins palliatifs, donc il accompagne des dispositifs et des développements dans ce domaine. Et accessoirement, il est élu à Saint-Hilaire-Saint-Mémin. Et ça le qualifie en tous les cas naturellement pour parler de ce sujet et de porter ce projet dans lequel il a embarqué beaucoup de monde. On est peut-être entre 20 et 30 personnes à avoir plongé dans ce qu'il propose. Et on va faire donc de ce lieu un lieu d'innovation qui va intégrer les personnes âgées et les étudiants dans de l'innovation collaborative. Tout ça dans un cadre très particulier que Guillaume va vous présenter maintenant. Merci. Bonjour. C'est vrai que ma première question, c'est aujourd'hui, face au Covid, on a pu voir un peu au niveau de nos maisons de retraite, de nos EHPAD, qu'on appelle aujourd'hui EHPAD, effectivement, voir ô combien cette population a été oubliée un petit peu, avec ces détresses sociales que ces établissements ont pu subir à travers ce fléau que le Covid a infligé à notre société. Et parallèlement, avant même que ce Covid ait eu lieu, on avait eu cette intuition de réinventer ces espaces, essayer d'être un petit peu des conquérants sur des nouveaux concepts de la relation humaine, interhumaine. Et ma question est de savoir si aujourd'hui, avec nos découvertes technologiques, on pouvait accompagner effectivement cette expérimentation dans la relation humaine à travers aussi de nouvelles expérimentations d'accompagnement et que la technologie pourrait aider. Alors, l'intérêt de cette présentation, c'est de vous montrer nos besoins à travers une structure qui est toute petite, qui correspond à l'accueil de 12 personnes âgées qu'on pourrait accompagner jusqu'au bout. Voilà, l'objectif, c'est être une alternative à la maison de retraite ou en tout cas une offre supplémentaire. On aura toujours besoin de ces EHPAD, mais pour autant, est-ce qu'aujourd'hui, et d'ailleurs il y a une très très forte pression sociétale faisant appel un peu à beaucoup d'élan de la part
du monde de la santé, mais pas que. J'ai rencontré dernièrement des gens de la société civile, voilà, c'est des avocats, etc., mais qui, impactés par leur quotidien lié à des problématiques familiaux, ont envie effectivement de développer des nouveaux concepts d'hébergement, d'accompagnement. Et aujourd'hui, là je vous écoutais, c'est vrai que je me sens un peu loin de ce monde de la technologie très poussé, et pour autant je me sens aussi chercheur dans les relations humaines, et je me dis, voilà, quelle passerelle on pourrait avoir entre ce développement incroyable que sont les technologies et ne pas oublier que nous sommes des humains et que combien cette relation humaine, elle est importante de nourrir et qu'on n'oublie pas. Et c'est un peu un cri aussi en tant qu'élu de dire qu'effectivement nos aînés aujourd'hui, est-ce que notre société est suffisamment attentif à ce qu'ils vivent aujourd'hui? Alors l'idée, c'est de vous présenter très rapidement la structure, ainsi peut-être montrer un peu les besoins et comment la technologie pourrait venir aider ce type de projet, mais ça peut après être généralisé sur d'autres structures, je parle même des EHPAD. Donc aujourd'hui, effectivement, la genèse, c'est que d'expérience, on s'est aperçu que le maintien à domicile, qui est aujourd'hui, il y a une politique extrêmement poussée pour maintenir les gens à domicile, parce qu'il y a un vrai besoin, et on voit que très rapidement, dès que la dépendance s'installe, et les choses deviennent compliquées, voire même des fois dramatiques. Parallèlement, en réponse, il y a les EHPAD. À partir du moment où les gens ne sont plus en mesure d'être maintenus à domicile. Et là, on voit, et ce que je disais tout à l'heure vis-à-vis de la crise Covid, c'est à quel point nos structures aussi ne répondent pas pleinement aussi à ce besoin social, ce lien social, le fait d'avoir fermé ces EHPAD pour des raisons sanitaires, bien sûr, et bien pour l'EHPAD où je suis actuellement, il y a eu énormément de décès, non pas du Covid, mais de l'absence du lien social, avec ces glissements, ces syndromes de glissement, comme on dit, voilà, des gens qui ont perdu ce qui leur faisait, qui leur donnait cet élan vital, c'est-à-dire la relation avec leurs proches, et donc c'est départ un peu précipité, prématuré de ces personnes âgées. Alors, quel projet alternatif? Donc nous avons imaginé un lieu qui présente 5 points importants. D'abord, un habitat inclusif qui permet de conserver ce lien dans la cité, hein, ce lien entre les générations, ce lien entre le monde actif et le monde de la retraite, mais également le monde actif et le monde de la grande vulnérabilité. Hein, effectivement, nos aînés, plus le grand âge est là, plus ils ont besoin d'être aidés et plus la fragilité veut qu'il y ait une attention particulière. Mais également, dans notre concept, il y a aussi cette notion de précarité, mais qui est aussi liée à la personne âgée, mais aussi au monde, celui que nous avons ciblé, le monde de l'étudiant, voilà, qui, n'ayant pas toujours les moyens, cherche, je dirais, un hébergement peu coûteux, etc. Moyennant service, notre projet propose effectivement de pouvoir accueillir des étudiants et qui leur permet un lieu dédié à leurs études, qui leur permet de pouvoir travailler de façon tout à fait convenable. Un hébergement de proximité, c'est effectivement parler du lien social. Aujourd'hui, dans ma commune de Saint-Hilaire-Saint-Mémin, si une personne âgée doit quitter son domicile, la maison de retraite la plus à même de l'accompagner, c'est à 30 km. Donc, autant dire tout son réseau social est à ce moment-là perdu. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir. Un lieu favorisant les échanges. On parlait effectivement de rester au cœur de la cité. C'est comment penser nos lieux comme un carrefour de vie. Je parlais tout à l'heure de cet élan de vie qui s'est éteint chez de nombreuses personnes de notre EHPAD. Et aujourd'hui, le lien social est l'élan essentiel. Donc, comment on le conserve à travers nos relations, à travers nos échanges. Pour autant, permettre à ce que ce lieu
puisse aussi accompagner, anticiper tous les soucis médicaux que peuvent avoir ces personnes âgées, et un lieu où on n'assiste pas, un lieu où la personne reste acteur, reste autonome dans le principe d'autonomie que l'éthique nous guide, en tout cas pour ces résidents. Alors, effectivement, donc les deux doubles objectifs, c'est de préserver la dignité humaine, c'est cette relation humaine. Nous sommes des êtres de relation. Comment on conserve cela jusqu'au bout, quel que soit aussi notre état de dépendance. Et cette notion d'élan vital qui nous permet effectivement de rester ces êtres de relation et rester bien vivants. Alors, préserver la vie privée, préserver l'intimité, organiser une vie collective qui permet effectivement ces échanges et ces relations, donc ces liens sociaux, et qu'ils soient acteurs de la vie et de la vie dans la cité. Voilà. On a créé cette structure et en cours de construction, elle est au cœur du village et c'est vraiment une intention. Aujourd'hui, les maisons de retraite, parce que ça coûte moins cher, on construit ça à l'extérieur de la ville. Et finalement, la personne âgée, quand elle visite la maison de retraite, elle visite la chambre, celle où il y a le plus de vie à l'extérieur. Donc, si vous mettez comme dans certaines maisons de retraite autour des champs de blé, ben, la personne âgée aura comme simple lieu d'attraction voir pousser le blé. Je peux vous dire, c'est un peu épuisant. Alors, concrètement, de quoi nous avons besoin? Donc, dans cette maison, on a imaginé et c'est là où la technologie pourrait nous aider, donc 3 cercles qui permettent, 1, la sécurité, 2, la veille sanitaire, donc anticiper les choses. On s'aperçoit que beaucoup, même dans les maisons de retraite, l'anticipation n'est pas suffisante, si bien qu'on est dans la gestion de l'urgence en permanence, alors que la technologie, et ça vraiment j'y crois, est en mesure de nous aider à anticiper les soucis qui sont liés au grand âge, les troubles de la marche, les troubles cognitifs, les troubles, je dirais, alimentaires, etc. Et il serait possible pour nous, à travers des indicateurs, donc, des capteurs possiblement, voilà, et c'est vers vous que je me tourne en termes de lieux à explorer, en tout cas, à travers ça. Il est possible de pouvoir suivre cette population et ainsi lui permettre de rectifier, de réadapter l'accompagnement. Oui, oui, oui. Et puis, il y a cette veille sociale, c'est-à-dire tout ce qui peut permettre la communication avec le monde extérieur, ce qui existe déjà à travers un certain nombre voilà, tout ce qui est visio, des réseaux, mais est-ce qu'on pourrait en parler d'intimité, de confidentialité? Est-ce qu'on peut aussi bénéficier à travers, je dirais, ces technologies, des lieux d'intimité où voilà, on ne se trouve pas nécessairement sur Facebook, où on a la mise en place, voilà, que les gens puissent communiquer en toute confidentialité. Alors, en termes de sécurité, alors, il y a plein de choses qui existent, hein, c'est pas, on n'a rien inventé, mais si on se tourne vers vous, c'est que possiblement on peut encore aller plus loin. Voilà, j'ai été sensible de voir les patchs, etc. C'est comment la technologie peut venir nous aider sans pour autant être intrusif, sans être invasif. Voilà, c'est-à-dire que est-ce que et permettre que tout le temps qui est accordé à la personne âgée est essentiellement de la relation, de l'animation, de la vie, simplement, plutôt que de dire ben, aujourd'hui c'est l'heure de la pesée, donc allez hop, tout le monde en randonnion. Comment la technologie peut permettre à ce que les choses se font presque naturellement, sans qu'on le demande d'une certaine manière, et nous permet à travers des capteurs, des indicateurs, d'avoir des informations qui peuvent nous alerter. Alors effectivement, il y a la sécurité immédiate, c'est tout ce qui est capteur de chute, peut-être tout ce qui est lié aux troubles cardiaques, etc., qui permet de réagir vite. Bon, ça existe, mais
comment peut-être l'inclure dans un ensemble global d'autres capteurs. On peut passer à la diapositive suivante, qui à mon avis, et celle-là est peut-être moins utilisée, c'est-à-dire dans quelle mesure on peut évaluer l'évolution. Voilà, alors là peut-être on peut utiliser des indicateurs qui peuvent être considérés simples, mais dans le cadre d'un algorithme, peut venir nous interpeller. Par exemple, la consommation d'eau, voilà, et on s'aperçoit que brutalement, alors que c'était une personne qui consommait un certain niveau d'eau, et puis brutalement n'en consomme plus. Donc ça va venir nous questionner sur possiblement c'est quelqu'un qui se lave plus, peut-être qu'il y a une dépression qui s'installe derrière. Enfin, voilà, ça mérite d'être travaillé. Et l'intérêt, c'est aussi de venir questionner, je dirais, des acteurs extérieurs qui pourraient venir apporter une réflexion. Et en termes de besoins, ça répondrait à ce besoin de veille sanitaire et d'anticipation. Par exemple, la marche aussi de la personne, on est sur une évaluation progressive et puis on s'aperçoit qu'effectivement la personne marche beaucoup moins et à ce moment-là, on est en mesure, plutôt que d'attendre qu'il y ait une chute, et voilà, c'est qu'on puisse déjà amorcer la rééducation, faire venir un kiné, etc. On peut avoir aussi sur des plans comportementaux quelqu'un qui se lève 2 fois par nuit, puis là, brutalement, elle ne se lève plus. Et on va essayer de questionner ce nombre de paramètres qui pourraient nous aider. Après, c'est ouvert à plein d'autres indicateurs qui méritent d'être réfléchis. À travers tous ces besoins du quotidien, ces besoins du quotidien de sécurité et d'anticipation, à travers les simples gestes du quotidien. Et puis la veille sociale, donc effectivement, c'est venir combiner ces deux autres cercles à travers un dispositif qui permet aussi à la personne de pouvoir aussi être connectée avec le monde extérieur, puisque le grand âge va les pousser à rester dans l'institution. Ça va être plus compliqué pour voyager, mais comment on peut voyager à travers un dispositif global. Voilà. Donc ça, c'est un peu notre besoin. Frédéric m'a proposé de venir vous présenter ça de manière à peut-être venir interroger nous, on est dans une conquête de la relation humaine, vous êtes dans la conquête aussi de faire évoluer des dispositifs connectés et moderniser effectivement toute cette informatique au service des usagers. Et ben, écoutez, voilà. Voilà. Et on termine juste sur cette dernière planche parce que finalement, quelle est l'ambition? L'ambition, c'est de créer un lieu. Alors, le lieu est en construction aujourd'hui. C'est la réhabilitation d'un grand bâtiment avec un grand parc. Et c'est censé être livré en janvier 2022. Et le lieu, l'idée, c'est que les personnes âgées, les étudiants participent de la vie du lieu et soient les acteurs de certaines expérimentations. Donc, avec des partenaires, hein, la G2R La Mondiale qui va aider au financement de certains équipements, et puis des entreprises comme 3EDA Engineering, c'est un suivi sur des expérimentations que l'on conduirait. On vient mettre des dispositifs, on vient les tester avec l'adhésion des acteurs présents, que ce soit les gérants, que ce soit les étudiants et que ce soit les personnes âgées. On vient tester les usages. Et puis avec elles, on valide ou on invalide des solutions. Ah voilà, ça relève du gadget. Ça, en revanche, c'est intéressant parce que ça dénote effectivement des comportements ou des dérives. Et c'est intéressant d'aller peut-être un peu plus loin. Et l'idée, c'est que ces personnes âgées fassent partie complètement du projet, en étant persuadées qu'elles apportent quelque chose. Et, voilà. Et donc, ce terrain de développement, ce terrain d'expérimentation, eh bien, il est évolutif en fonction des nouvelles technologies. Demain, on essaye quelque chose. Après-demain, c'est peut-être un saut technologique qu'on a besoin, que des entreprises, comme vous êtes, qu'elles ont besoin d'expérimenter quelque part dans un lieu. Et bien, ce lieu, ça peut être cette maison intergénérationnelle qui a des résidents qui comprennent l'intérêt de conduire des expérimentations avant d'aller plus loin. Merci beaucoup Frédéric.
Merci, Monsieur Delas. Effectivement, c'est toujours intéressant aussi pour le côté, pour les techniciens que nous sommes, de se mettre en perspective et de voir un peu plus large que juste notre produit technique dont on est très fier. Mais voilà, s'il peut aussi apporter du confort et vraiment une aide concrète à des personnes qui sont dans des situations un peu particulières. Voilà, je sais que dans le cadre du Pôle S2, il y a eu pas mal de projets qui ont été menés pour du monitoring voilà, de déplacement, de repérer des chutes aussi de différentes façons. Donc voilà, je pense qu'il y a des choses à faire. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle par rapport à ce projet-là. Sinon, ben, juste pour conclure le séminaire, puisque c'était la dernière présentation, je vous remercie tous les deux. Je n'oublie, on vous a remis un questionnaire papier pour ceux qui sont en présentiel qu'il faudrait nous rendre, puisque ce séminaire, ben, il est financé par la région Centre, les fonds européens et l'État français. Mais en contrepartie, on nous demande aussi de vérifier que vous avez été satisfait de l'organisation et comment on peut progresser également. S'il y a d'autres thématiques que vous souhaitez être présentées dans l'ordre de nos prochains séminaires, vous pouvez aussi le mettre sur ce questionnaire-là. Pour ceux qui sont en ligne, il y a la même chose à remplir en ligne. Donc, normalement, si tout se passe bien, à la fin de cette présentation, vous aurez un lien pour remplir le questionnaire de satisfaction. Juste pour conclure, on organise aussi d'autres événements. Donc, déjà un atelier avec nos partenaires à Industrie Lab qui sont également au labo, qui aura lieu ce vendredi-là, dans le cadre des Connection Days, où l'idée c'est de réunir des entreprises et de voir un peu comment elles peuvent interagir entre elles au labo à Orléans. Et donc, vendredi, on organise un atelier sur de l'impression 3D au moulage silicone pour faire un peu un début de pré-industrialisation côté mécanique cette fois. Ensuite, au mois de septembre, on va organiser un séminaire sur l'industrie du futur et l'intelligence artificielle, voir comment cette brique technologique peut aussi être intégrée et apporter des choses intéressantes dans le cadre de l'industrie du futur, éventuellement de les intégrer ensuite dans les entreprises grâce à Perform Industry. Et puis un autre séminaire qui aura lieu le 7 octobre sur la Smart Industry sécurisée, parce que là aussi, le côté sécurisation, c'est un grand enjeu de cette industrie du futur. Et puis pour terminer l'année, on inaugurera notre plateforme Reva qui est ici au rez-de-chaussée du labo, où c'est une plateforme et des équipements qui vont permettre de tester vos produits sur tout ce qui est directive RED. En tout cas, une partie des normes applicables dans cette directive RED. Donc, on s'est équipé, on est monté en compétences. Et l'idée, ça sera d'inaugurer cette belle plateforme au mois de novembre. On n'a pas encore la date exacte. Voilà, écoutez, merci à tous. Pour ceux qui sont en présentiel, on peut se retrouver de l'autre côté pour continuer les échanges et puis voir rapidement quelque chose, voilà, et pouvoir discuter. Et puis pour ceux qui sont en ligne, bah, merci de votre participation. Et puis on espère que cela vous a plu. Et bien, à bientôt. Merci à tous.